Notre invité ce matin, il est 8h36, François Bayrou, bonjour. Bonjour. Que chacun se reprenne, a dit hier François Fillon, ajoutant, et Gérard Larcher a dit la même chose, le débat est clos à droite. François Fillon sera le candidat quoi qu'il arrive? Oui, c'était d'ailleurs joué depuis plusieurs jours, peut-être semaines, mais cet incroyable vaudeville, parce que c'est un vaudeville, les portes qui claquent, les démissions, 100, puis 200, puis 300 parmi tous les responsables de la campagne électorale, et puis les mises en accusation, et puis les ultimatums. Nous vous demandons de partir et de choisir vous-même qui va vous remplacer. Tout ça, ça donne aux Français qui nous écoutent, à ceux qui sont là et aux autres, un sentiment incroyable de perte de contrôle. Un gâchis ? Gâchis, c'est plus que ça. C'est un sentiment que y a plus de repères. Et que on se comporte dans le monde des partis politiques traditionnels comme on n'oserait pas se comporter dans une association ordinaire, dans une ville ordinaire. Il y a là quelque chose qui est profondément décourageant et qui, d'ailleurs, dont on ne voit pas, d'ailleurs, de quelle manière on va pouvoir trouver l'explication. Ça tient à quoi, François Bayrou? Ça tient à quoi? Ça tient à deux choses. Quoi? Une chose qui est accidentelle, qui sont les affaires qui ont été révélées, les enquêtes judiciaires sur François Fillon, et ça tient à autre chose qui est plus profond, c'est la profonde décomposition des partis politiques et des courants politiques traditionnels en France. Parce que la vérité, c'est que, vous le voyez bien, chacun de ces partis est séparé entre courants hostiles, antagonistes. Ils ne veulent pas la même chose. Et comme ils ne veulent pas la même chose, en même temps, tous les jeux qui sont à l'intérieur de ces partis dits uniques, tous les jeux qui sont à l'intérieur de ces partis sont des jeux d'ambition, de courant, de écurie, comme vous dites. Et donc tout ça ruine non pas seulement les partis, mais la vocation politique, l'idée que les citoyens peuvent se faire d'une démocratie dans laquelle, 1, leur voix est entendue, 2, leur représentation est assurée, 3, on leur dit la vérité sur les décisions qui sont prises. Mais François Bayrou, vous avez connu ça, les accords électoraux, avant des législatives, les accords, les désistements, vous avez connu ça? Et je m'en suis débarrassé. On vous a tant reproché d'avoir penché pour François Hollande, on vous a tant reproché de ne pas avoir soutenu Nicolas Sarkozy. Un citoyen, vous étiez un homme de centre droit. Un citoyen, oui, et j'en suis un, oui, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Quand il est devant une situation qui est une situation grave et dans laquelle son choix compte, le citoyen est libre du choix qu'il va faire, et quand il est un responsable politique, libre de l'assumer. Chaque fois que je me suis trouvé dans une situation comme celle-là, j'ai fait un choix. Pas toujours le choix idéal. Parce que... Vous regrettez certains choix? Non. Non. Je regrette, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, si je dois juger ces 5 années de François Hollande, je suis déçu de la manière dont il n'a pas assumé la responsabilité historique, celle d'un président de la République. Mais il y a une chose sur laquelle je suis vraiment très fâché, c'est la politique qui a été menée à l'éducation nationale et la réforme du collège. C'est-à-dire cette volonté de rompre avec la tradition, la transmission que l'éducation nationale donne à la France, de ce qui permet à un enfant d'être libre et de faire ses choix. Vous avez écouté, évidemment, regardé Alain Juppé hier. Pour moi, il est trop tard, a dit Alain Juppé. Il y a un désir de renouvellement de la classe politique. Il y a un besoin d'exemplarité. J'ai été condamné en 2004. Je ne veux pas exposer mon honneur et le mettre en pâture aux démolisseurs de réputation, a-t-il dit. Et il y avait beaucoup d'amertume dans cette déclaration. Il a dit beaucoup de choses. C'était une très belle déclaration. Je crois que tous ceux qui étaient devant leur écran ont eu le sentiment, la certitude que c'était un homme d'État qui s'exprimait, quelqu'un qui était à la hauteur. Et pour moi,
j'étais heureux, en écoutant cela, de l'avoir soutenu tout au long de ces années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y avait une mise en accusation de son camp. Une mise en accusation de la manière dont se passaient les choses, peut-être de la manière dont lui, Alain Juppé, avait été instrumentalisé par les uns, par les autres, pour servir d'intimidation. Et puis, il y avait une condamnation assez forte de la manière dont le candidat de son camp avait choisi de faire campagne ou avait choisi de s'engager. Et donc, il a dit gâchis. Il a ajouté une chose, c'est que la perpétuelle stigmatisation d'un centre libre était pour quelque chose dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'était un texte profond, c'était un texte juste et qui donnait la véritable dimension de tout ce qu'il y a à reconstruire et qui ne pourra l'être que dans le temps. Alors, il a été sévère, mais il a été aussi sévère avec Emmanuel Macron. Il a parlé d'immaturité, il a parlé de manque d'expérience. Il a même dit « il ne fera pas illusion ». Il ne fera pas illusion. C'est terrible, ces mots sont terribles. Il a donné, c'est vrai, un coup de griffe. Ah ben c'est plus qu'un coup de griffe. Un coup de griffe. C'est qu'il n'a aucune illusion sur Emmanuel Macron. Reprenons les deux arguments. Le premier argument, c'est la jeunesse. Emmanuel Macron, la jeunesse, c'est ce qu'il veut dire. Oui. Qu'est-ce que Emmanuel Macron apporte ? Et pour quelles raisons, moi qui avais eu des échanges aigres doux et plus aigres que doux avec lui, je vais vous les rappeler. Oui. Pour quelles raisons est-ce que je lui ai fait cette offre d'alliance ? Parce que la vie politique française a désormais un besoin vital et urgent. Vous savez, l'urgence vitale, comme on dit dans les accidents. Un besoin urgent et vital de renouvellement, de reconstruction, de changement du paysage. Et ce que porte Emmanuel Macron, malgré ou grâce à sa jeunesse, parce que s'il est jeune, c'est aussi qu'il n'était pas dans les combinaisons antérieures ou pas trop dans les combinaisons antérieures. Et cette puissance de renouvellement, il est bon qu'elle existe. Et si c'est par quelqu'un de jeune, eh bien, réjouissons-nous que ce soit par quelqu'un de jeune. Vous savez, j'ai Trudeau, le chef du gouvernement canadien, c'est pas un petit pays, le Canada, c'est pas une société sans importance. Trudeau avait 2 ans de plus que Emmanuel Macron. Et il n'avait aucune expérience préalable, tandis qu'Emmanuel Macron, au moins, a été ministre de l'économie, ce qui n'est pas tout à fait rien. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'il fait illusion ? Je ne crois pas. Je crois que dans les dernières semaines, Emmanuel Macron a gagné en densité. Il a gagné en poids. Alors, vous l'avez reçu à votre micro. J'ai écouté cette émission. Vous ne direz pas que c'était une émission de quelqu'un qui n'existait pas. Et donc, je crois qu'il a gagné. Il sait maintenant, non pas qu'il est quelqu'un donc vous savez qui il est aujourd'hui parce que vous ne saviez pas qui il était je il y a ne savais pas, je ne le connaissais pas. Je l'avais rencontré une fois. Oui. Dans ma vie, une fois, en juillet. Vous savez que le pouvoir de l'argent ne prendra pas le pas sur la politique. Mais j'en ai pris la garantie absolue. Puisque une des exigences que j'ai formulées, c'est que nous écrivions une loi de moralisation de la vie publique, qui sera une loi dans laquelle ce qu'on appelle conflit d'intérêts, c'est-à-dire la tentative de manipuler, pour des gens très riches, de manipuler la décision politique à leur profit. Cette loi interdira les conflits d'intérêts. C'est une loi sérieuse qui existe dans tous les pays européens ou dans la plupart des pays européens. Regardez ce qui se passe en Espagne. Vous avez vu à quel point la pyramide du pouvoir a été, par les juges, complètement renversée parce que des pratiques insupportables avaient lieu. Eh bien, je voulais, et désormais je suis assuré, que nous aurons en France une loi de moralisation de la vie publique dans laquelle
tous ces débordements, vous avez entendu hier encore Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne, qui était responsable de la campagne de François Fillon et qui a un rôle très important. Il a dit ces pratiques, elles ont été mises en place au travers du temps pour apporter des compléments de rémunération, sans le montrer, aux élus. C'est vrai? Non, pas pour moi. Oui, non, moi, parce que, alors, à ce propos, d'ailleurs, c'est absolument ce qu'il a dit. Oui. Hein, c'est absolument ce qu'il a dit. Oui. Et vous voyez que tout ça. Est-ce que c'était vrai pour certains? Mais je ne sais pas. Je découvre. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous dire, peut-être vous me trouverez naïf. J'ai découvert ces choses-là. Je savais bien qu'il y avait des élus, qu'il y avait des membres de leur famille, mais la plupart de ces membres de famille travaillaient. Mais j'ai jamais trouvé que c'était très simple. Vous savez que c'est interdit. Pour revenus, on embauche une femme, je sais pas, un fils, une fille, un cousin. Vous voyez bien que j'étais en train de vous dire, c'est interdit au Parlement européen. Oui. C'est une discipline toute simple. On n'a pas le droit de le faire. Et donc. C'était un aveu, pardon, je vous coupe. C'était un aveu de la part de Patrick Stefanini pour vous? Honnêtement, j'ai été surpris d'entendre ça parce que Patrick Stefanini, qui connaît le monde politique, présentait ça comme une pratique habituelle. Aveu d'un emploi fictif. Et moi, je veux dire à votre micro qu'il n'est pas vrai que tout le monde fasse ça. Bon, je le dis sans élever la voix et j'ai pourtant envie de l'élever. Oui. Parce que cette manière de répandre comme ça le soupçon sur tout le monde et partout, comme si c'était un monde complètement pourri. Il y a des élus qui nous écoutent là. La plupart sont presque bénévoles. Ils ont quelques indemnisations, mais ils sont presque bénévoles. Et ils y passent tout leur temps. En réunion, d'ailleurs un trop grand nombre de réunions. Si j'étais le gouvernement, comme on dit au Café du Commerce, je ferais en sorte qu'il y en ait moins. Donc vous voyez cette manière de laisser entendre qu'en réalité tout ça est absolument normal, classique, banal, répandu. Je ne veux pas m'y joindre. Et c'est pourquoi j'ai demandé, et nous sommes d'accord, pour qu'il y ait une loi de moralisation réelle de la vie publique. Oui, je vous dis ça parce que vous avez vu les accusations de Corinne Lepage. Enfin, les accusations, ce qu'elle a écrit dans un livre je crois qui a été écrit en 2015, c'est bien cela, où elle affirmait que des assistants parlementaires servaient en réalité le modem. Voilà ce qu'elle disait. Votre secrétaire particulière aurait été payée par une enveloppe parlementaire de Marielle de Sarnez sur fonds européens. Tout ceci est intégralement faux. Et c'est très simple. D'ailleurs, je signale que ces accusations n'ont pas été reprises. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il est vrai que nous avons des collaborateurs qui travaillaient à temps partiel pour moi, j'étais, vous le savez bien, à Paris 1 jour et demi par semaine, et à temps partiel pour notre équipe européenne. Eh bien, je trouve que c'est absolument légitime et absolument normal. Nous sommes un parti qui n'a pas d'argent important, et donc on fait des économies. Et je répète, c'est intégralement faux. Les bulletins de salaire sont à disposition de qui veut. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron hésite? Est-ce que vous trouvez qu'il est aujourd'hui... Parce que le problème de Macron, c'est sa crédibilité, non? Il manque encore de crédibilité? Je ne crois pas. Je pense que chaque jour, il gagne en crédibilité. N'est-ce pas? Chaque jour qui passe, on voit quoi? Que la proposition politique qu'il porte est vitale pour le pays. Vitale. Chaque jour, on voit que pour une fois, on va pas être prisonnier du choix soit des extrêmes, soit des deux partis qui tiennent le pouvoir depuis un demi-siècle, et qu'on va pouvoir choisir une voie politique nouvelle, sérieuse, construite, et qui voit le monde comme il est. Alors je trouve que ça c'est bien. Et moi qui ai cherché pendant 15 ans cette voie politique nouvelle et qui ai travaillé à la faire naître, j'en suis heureux. Et chaque jour on voit que sa crédibilité s'affirme. Vous avez vu la manière dont son programme économique a été reçu. Ce matin encore, Alain Madelin, qui n'est pas spécialement un homme de gauche, comme dit la droite, a dit que son plan pour les retraites était excellent.
Il va le rejoindre. Il va vous rejoindre. Je ne sais pas. Et ça n'est pas la question. C'est quelqu'un de tout à fait bien, et c'est quelqu'un qui a une vision de ce que peut être une société dont l'économie est en force. Mais vous voyez bien que un plan sur les retraites qui va vers une retraite équilibrée à la carte, par points, comme on dit, où tout le monde aura, au fond, au bout du compte, au terme de la transition, aura les mêmes droits. Mais c'est formidable. Ça faisait combien de temps qu'on cherchait ça? Donc ce n'est plus l'homme des magazines, parce que vous l'aviez traité d'homme des magazines. Il a été beaucoup en couverture des magazines, il l'est moins, peut-être il le redeviendra. Il a raison de moins l'être. Oh, oui, en tout cas, c'est son choix de campagne électorale, ça n'est pas ma responsabilité. Mais vous voyez bien, c'est un homme jeune, mais c'est un homme dont on aperçoit qu'il a su construire un équilibre dans sa campagne électorale. Et un équilibre entre quoi? Tout le monde voit exactement de quoi il s'agit. Un équilibre entre une société qui gagne en efficacité, créativité par de la liberté, et qui, d'un autre côté, gagne en solidarité. Les deux démarches, les deux pas en avant, liberté d'un côté, solidarité de l'autre, au fond, c'est ce que la France cherche depuis si longtemps. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas trouvé? Parce que nous sommes incapables en France de faire des ententes larges au service d'idées qui sont des idées évidentes si on veut avancer. François Bayrou, je voudrais que nous terminions sur l'Europe. Les dirigeants français, allemands, espagnols et italiens se sont réunis et j'ai lu François Hollande qui propose une Europe à la carte en quelque sorte, avec certains pays qui avanceraient plus vite que d'autres, et ça commencerait par la défense, une défense commune. Il y a urgence? C'est un bon choix, une bonne idée? C'est un bon choix, mais ça n'est pas un choix auquel on peut se limiter. C'est un bon choix, parce que vous voyez bien les responsabilités qui sont celles de l'Europe. Trump, qui vient d'être élu, que dit-il? Il dit « débrouillez-vous tout seul ». En fait, si je traduis en français, en langage compréhensible par tous. Jusqu'à maintenant, vous aviez l'OTAN, dit-il à tous les peuples européens, et pas spécialement à la France, qui, elle, a fait des efforts de défense. Jusqu'à maintenant, vous aviez l'OTAN, mais sachez que désormais, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. D'abord, je trouve que ça n'est pas absurde que nous assumions nous-mêmes notre propre défense. Et si nous prenons cette orientation, alors il y a une chose évidente, c'est qu'il faut le faire ensemble. On va pas, nous avons fait des efforts très importants, mais on va pas assumer ces efforts tout seul. Et donc, l'idée que l'Europe marche vers une défense partagée, commune, organisée ensemble, ça ne veut pas dire démantèlement de l'armée française. Ça veut dire que l'armée française joue son rôle dans une organisation qui est celle où l'armée allemande jouera son rôle et les autres armées européennes aussi. Jusqu'où? Jusqu'au fait que lorsque nous avons besoin d'intervenir loin de nos frontières, nous pouvons partager cet effort avec d'autres. Les forces de projection, elles devraient être européennes. Pas spécifiquement européenne. La France doit y jouer son rôle, mais elle doit être partagée, cette intervention, par d'autres que par les Français. Les Français ne vont pas que financièrement. Les Français, non, aussi du point de vue de l'organisation. Oui. Les Français, d'ailleurs, il y a des efforts de ce point de vue-là. Vous savez que nous avons à Pau l'école des troupes aéroportées, les parachutistes. De nombreuses armées européennes viennent désormais s'entraîner à Pau. Oui, mais entre l'entraînement et l'intervention eh bien, on y arrivera. Sur le terrain. Mais je veux vous dire ceci. Il faut regarder la question européenne à la bonne échelle. Qu'est-ce qui manque à l'Europe aujourd'hui? Ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est que les peuples y aient leur place. Les citoyens, qu'ils sachent ce qu'on décide, ce qu'on discute, qui décide et comment les choix vont se faire. Dès cet instant-là, dès l'instant que, au fond, l'agenda, comme on dit, ce qui est sur le cahier de texte des responsables européens sera connu des citoyens, alors ils s'y intéresseront. Ce qui aujourd'hui rend l'Europe incompréhensible et mal aimée, c'est que personne ne sait comment les décisions se prennent et par quel mécanisme les citoyens peuvent y être associés. Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h56.